Merci beaucoup Marc pour l'invitation à venir donner un séminaire sur l'utilisation de solides poreux que je vais décrire juste après, notamment pour montrer ce qui est fait dans le domaine de la capture du CO2, essentiellement dans les fumées, mais pas uniquement. Puis voilà. Ça c'est le plan de ma présentation. Donc quelques généralités sur les solides poreux et les solides, enfin les réseaux métallo-organiques, puis c'est comme ça qu'on les appelle. En français pour les Metal Organic Framework en anglais, qui a eu le prix Nobel 2025 en chimie. Et donc leur utilisation, où en est-on dans le domaine de la Carbon Capture Solution, donc le captage de CO2. Donc c'est l'essentiel de ma présentation, ce sera donc effectivement sur cet aspect-là. Et quelques aussi résultats, plutôt sous forme de perspective, sur ce qu'on peut faire avec le CO2, même si ce n'était pas l'objectif de ce cours ici, de parler de transformation, mais pour montrer effectivement ce qui est fait, même si c'est à un niveau de maturité technologique beaucoup plus bas. Et voilà, les perspectives dans ce domaine, et puis une petite discussion à la fin. Alors, tout d'abord, quelques rappels de base sur ce que sont les solides poreux. Je sais qu'il y a déjà eu des cours sur les solides poreux au collège, notamment, je me souviens de ceux de Clément Sanchez. Mais voilà, quelques rappels quand même sur les solides poreux qui finalement sont autour de nous dans notre quotidien. Donc il y a les solides poreux naturels et synthétiques. Dans les naturels, il y a les solides poreux minéraux, les éolytes, même s'il y a une grande partie maintenant des éolytes sont synthétiques, qui servent notamment pour le craquage du pétrole, adoucir l'eau, etc. Les charbons actifs, peuvent être naturels, mais souvent synthétiques, issus de la carbonisation de matières organiques. Il y a des solides purement synthétiques, comme les solides mésoporeux, notamment à base de silice. Les aérogels sont les matériaux pour l'isolation, qui sont des matériaux assez chers, mais qui sont avec des propriétés assez fascinantes. Et ce dont je parlerai aujourd'hui, ce sont les réseaux métal-organiques, ou les Metal Organic Framework en anglais. Et on peut les classer déjà, en dehors de leur nature chimique ou leur cristallinité, puisque certains sont périodiques, cristallins, et d'autres sont amorphes, selon leur taille de pore. Alors, la classification, c'est micropores en dessous de 20 angstroms ou 2 nanomètres, mésopores, 20 à 500, et macropores au-delà. Vous notez le faux ami micropore, ici, ça devrait être nanopore en théorie. Voilà, donc il y a une large diversité. Je n'ai pas inclus tous les types de solides poreux. Il y a les cages, les composés moléculaires, il y a aussi les polymères poreux, etc. Donc il y a une très grande richesse dans le domaine de la chimie, mais ce n'est pas uniquement des objets de curiosité de laboratoire. Certains de ces matériaux sont déjà utilisés pour un grand nombre d'applications. Alors ici, c'est une représentation un petit peu plus chimique de ce que sont ces solides poreux. Donc on peut classer déjà, là il y a une faute d'orthographe, 2 catégories selon qu'ils soient périodiques, cristallisés ou amorphes. Et les natures sont très larges, puisque ça peut être purement organique, ça peut être purement minéral, inorganique, et hybride. Donc voilà, c'est un peu plus exhaustif. Vous voyez toute la liste, je ne vais pas rentrer dans le détail, de ces différents types de composés poreux. Et les applications actuelles, ou en tout cas investiguées à ce jour, sont très larges. Donc j'ai parlé du craquage du pétrole. Évidemment, les charbons actifs pour la dépollution de l'air ou de l'eau sont les matériaux de référence. Mais vous voyez ici que c'est considéré également pour un grand nombre d'applications, les piles à combustible, les batteries, etc. Parce qu'on se rend compte finalement, quand on étudie la matière, même les matériaux pour batteries, il y a une porosité dans laquelle le lithium s'insère, bien évidemment, mais ça peut servir aussi donc, dans le domaine de la biomédecine, ça peut servir dans le domaine de ce qu'on appelle le packaging, l'industrie alimentaire, etc. Il y a aussi, j'en parlerai, d'autres catégories de solides poreux en biologie, comme par exemple les nanopores, dans lesquels il y a tout le transport intracellulaire qui s'organise. Donc, comme l'a dit Marc, il y a eu le prix Nobel de chimie sur ces réseaux métal-organiques cette année, donc avec Yagi, Robson et Kitagawa. Donc, je vais vous présenter ce que sont ces solides poreux. Alors,
c'est un transparent qui essaie d'expliquer ce que sont ces solides. Alors tout d'abord, ce sont des matériaux hybrides, c'est-à-dire qui contiennent une partie minérale, ça peut être quasiment tous les éléments du tableau périodique, du lithium le plus léger jusqu'aux actinides, et ce sont des cations, donc des chargés positivement, sur lesquels on va coller ce qu'on appelle un ligand qui a deux parties, une partie qui vient complexer le métal. Donc ce sont des bases de Lewis, c'est-à-dire des carboxylates, phosphonates, azolates, tout ce qui peut avoir une basicité et une charge négative, et une partie rigide qui est ce qu'on appelle l'espaceur, qui va servir à éviter la formation d'une phase dense et ainsi permettre la formation d'une porosité. Alors cette porosité, évidemment, va dépendre de la nature et de la taille de ces espaceurs. La chimie aussi, vous pouvez concevoir que la chimie du calcium n'a peu de choses à voir avec la chimie, par exemple, du zirconium ou l'aluminium, etc. Donc, vous avez une très forte diversité de taille dans ces cations, de ce qu'on appelle la coordinance, le nombre d'atomes à laquelle ils peuvent se lier. Des fois, c'est 4, des fois, c'est 6, ça peut monter à 12. Les ligands peuvent être linéaires, comme celui-ci, peuvent être avec 3 groupements complexants, 4, ils peuvent avoir différentes tailles. Donc, vous avez une très grande diversité chimique et structurale. Par conséquent, si vous regardez dans les bases de données, puisque ces matériaux sont cristallisés, ils ont une structure cristallographique, donc vous pouvez retrouver ces structures dans les bases de données structurales, et vous avez plus de 150 000 de ces matériaux répertoriés à ce jour. Donc on peut considérer que c'est la classe de solides poreux la plus on va dire, versatile reportée à ce jour. Alors tous ces solides ne sont pas intéressants, certains sont instables une fois que vous les sortez de la solution, mais depuis quelques 10-15 ans maintenant, la chimie a fait d'énormes progrès et on a des matériaux qui sont totalement stables, non seulement à l'eau, à l'air, à température ambiante, mais dans les conditions de fonctionnement pour certaines applications, comme par exemple la capture du CO2. Alors évidemment, quand vous faites la synthèse de ce matériau, en général, c'est vous dispersez un sel métallique dans l'eau, dans un solvant organique avec le ligand, vous chauffez et vous avez une poudre cristallisée qui va précipiter. Ici, c'est un exemple des particules qui font quelques centaines de nanomètres, quelques microns, qui ont différentes formes, qui vont dépendre de la structure du matériau. Ça peut être donc des aiguilles, ça peut être des cubes, etc. Mais vous avez des molécules de solvants dans les pores qu'il faut évacuer pour accéder à la porosité. Et certains de ces solides poreux, on les exprime en surface spécifique, donc ce sont des surfaces spécifiques très élevées, c'est-à-dire l'image qu'on donne, c'est 1 gramme de certains solides poreux. Si vous pouvez déplier toute la surface, ça ferait un terrain de football. Néanmoins, si on compare ces surfaces spécifiques par rapport à celles des solides poreux traditionnels, zéolite ou charbon, on peut dire que c'est au-delà même de ce que les charbons actifs parfois permettent d'obtenir. Néanmoins, ça c'est mon opinion, ce n'est pas la surface spécifique, la taille des pores qui fait forcément l'utilité d'un solide. Alors, comment fait-on ces matériaux? On les fait donc en synthèse, en solution, mais on peut aussi faire la synthèse par mécanosynthèse, par exemple extrusion réactive, ou par spray, par méthode électrochimique également. Et vous avez différents types de particules. Et ces solides qui ont commencé à être découverts, les premiers articles, c'est la fin des années 80, début des années 90. C'est notamment Robson, l'Australien, a eu le prix Nobel grâce à ça. Et la chimie vraiment a pris son essor, on va dire, début des années 2000. Et les premières applications commerciales sont sorties il y a quelques années. Et je vais en parler aujourd'hui, notamment sur la capture du CO2. Alors, je disais que ça avait une chimie extrêmement versatile. Mais en fait, en pratique, qu'est-ce que ces structures métallo-organiques ont comme particularité d'intérêt, notamment pour la capture du CO2? Vous pouvez modifier la taille des pores en fonction de la structure, mais aussi de la taille de l'espaceur organique. La forme des pores, qui peut jouer. Vous pouvez avoir dans la charpente des pores, ici par exemple en bleu ou en jaune, ce sont les parties minérales, représentées par des polyèdres. Vous pouvez avoir dans ces parties minérales des sites acides ou basiques. Le CO2 est une molécule quadrupolaire, donc ça favorise l'interaction avec ces molécules, mais aussi malheureusement avec l'eau parfois. Vous pouvez aussi avoir des groupements fonctionnels que vous pouvez rajouter par synthèse directe ou post-synthèse sur le métal ou le ligand pour ce qu'on appelle fonctionnaliser les pores. Ensuite, ces matériaux sont hybrides, donc ils ne sont pas minéraux, c'est la palissade, mais donc ils sont moins hydrophiles que les zéolites, mais
quand même plus hydrophiles que les charbons actifs, et vous pouvez arriver, selon la structure et la composition, arriver à moduler cette balance hydrophile-hydrophobe. C'est important pour la capture du CO2, parce que la capture du CO2, Marc l'a dit, c'est en conditions environnementales. Vous avez parlé de 400 ppm, il y a 400 ppm de CO2 dans l'air, mais il y a 9000, 10 000 d'eau. Donc l'eau, en général, est présente en grande quantité, et donc retirer toute l'eau, ça coûte cher, ça coûte de l'énergie. Donc si vous pouvez capturer le CO2 en maintenant un peu d'eau, ben, c'est tant mieux pour vous. Et bon, ça, j'en parlerai pas trop aujourd'hui, mais il y a certains de ces solides qui ont ce qu'on appelle une porosité dynamique. C'est-à-dire qu'il peut changer de taille de pore en fonction d'un stimulus, qui peut être la température, qui peut être la pression mécanique, etc. Ça ouvre de nouvelles perspectives en termes de séparation des gaz, mais dans le domaine du CO2, ce n'est pas la stratégie la plus utilisée. Et enfin, critère très important, quand les premiers solides ont été reportés au début des années 2000, ils étaient instables à l'air. Et ça, l'industrie est tombée dessus sur ces matériaux en disant oui, mais c'est une jolie structure, mais ça ne sert à rien. À part éventuellement pour stocker l'hydrogène ou du méthane où vous ne voyez jamais l'eau, et encore, ça ne servira à rien. Depuis, il y a eu d'énormes progrès faits, il y a des solides qui sont stables même dans l'eau bouillante, ce qui permet d'accéder à des applications réelles. Enfin, stabilité thermique, ce n'est pas le problème principal pour en tout cas la capture du CO2, parce que le CO2, il faut chauffer à 80, 100, 150. Ces solides sont en général stables à 300, 400 degrés Celsius. Néanmoins, c'est un critère à considérer, notamment si vous allez greffer les amines qui, elles, vont être sensibles à l'oxydation quand vous chauffez. Donc, première partie MOF et capture du CO2. Donc, ça, c'est un rappel voilà, par rapport à ce que Marc a présenté. Donc, si on prend, par exemple, la post-combustion, donc les fumées d'usine, vous avez 15% de CO2 dans l'air, une pression d'1 bar. Ça peut varier un peu, mais bon, c'est la moyenne. Et vous avez 80%, c'est de l'azote, vous avez de l'eau, et vous avez des contaminants acides également. Donc ça, c'est un procédé classique de capture du CO2 avec des amines. Et donc les procédés actuels, ça a été dit par Marc, il y a des carbamates qui sont faits, c'est la chimie-sorption. Mais le principal problème, c'est à la fois le coût énergétique, mais également les stabilités de l'amine qui se dégradent en présence d'oxyde d'azote, en particulier d'oxygène. Et c'est corrosif, c'est polluant, etc. Donc c'est le procédé qui est le plus utilisé industriellement, mais quasiment tous les industriels qui travaillent sur la capture du CO2, maintenant, regardent les alternatives pour utiliser les adsorbants, qui éviteraient d'avoir tous ces problèmes-là, même si au final, le coût énergétique ne sera pas forcément inférieur. Donc un point à considérer, si vous regardez les processus de capture du CO2, avec un adsorbant, en tout cas, c'est que vous avez deux procédés possibles. La chimie-sorption, comme dans le cas des amines. Donc vous avez une réaction chimique, formation d'un carbamate, et vous avez ce qu'on appelle la physisorption. En fait, la grosse différence, c'est l'énergie d'interaction. Avec la chimie-sorption, vous êtes entre typiquement 70 à 120 kJ par mol, donc ça nécessite des températures de régénération, on va dire, au-delà, entre 80 et 150, 180 degrés. Évidemment, vous pouvez décider de baisser la température, mais votre temps de régénération va être beaucoup plus lent. Or, les industriels, ils veulent des temps de régénération de l'ordre de la minute, idéalement. Tandis que si vous faites de la physisorption, vous voyez que les chaleurs d'absorption sont beaucoup plus basses, 20 à 55 kJ par mol. Mais évidemment, c'est logique, si vous voulez capturer le CO2 dans l'air très dilué, il va plutôt falloir être ici, minimum de ces 70, ou tout au moins, je montrerai un exemple, se rapprocher de la physisorption de la chimie-sorption. À mon avis, moi c'est mon avis personnel, dans certains cas, les gens appellent chimie-sorption ce qui n'est pas vraiment la chimie-sorption. C'est-à-dire que si vous avez un centre métallique acide et vous avez votre CO2 qui va sur le centre métallique, il n'y a pas formation d'un carbamate. Vous avez une légère modification de l'angle de la molécule de CO2, donc c'est bien pour l'activation, mais ce n'est pas vraiment la chimie-sorption. Donc il y a un abus de langage parfois dans le domaine. Donc vous avez ces deux possibilités. Maintenant, si vous regardez les adsorbants à disposition pour le capture du CO2, le captage du CO2, donc évidemment, les adsorbants plus intéressants a priori au départ, c'était les éolites, les matériaux minéraux. Pourquoi ? Parce que ce sont des matériaux qui sont pas chers, déjà utilisés commercialement. Ils ont des ions dans les pores, des cations métalliques. Ça a une forte affinité pour le CO2. Seul problème, c'est que ça a une forte affinité pour l'eau. Donc déjà, vous allez devoir enlever toute l'eau du procédé pour capturer le CO2. Et ça coûte cher, retirer toute l'eau. Et quand bien même vous avez des traces d'eau, au fur et à mesure de l'absorption et des cycles, vous allez saturer votre colonne avec l'eau.
et donc il va falloir régénérer à 250 degrés pour enlever l'eau de la zéolite. Donc il y a des gens qui travaillent sur des procédés de capture du CO2, y compris dans l'air avec des zéolites, mais il faut enlever toute l'eau avant. Donc là, après, il faut voir le calcul à la fin, si c'est intéressant. Charbon actif, peu intéressant pour la capture du CO2 dans l'air, c'est sûr. Dans les fumées, ça a en général une faible affinité. Ça peut être intéressant quand vous les capturez à plus haute pression, éventuellement pour ce qu'on appelle la précombustion, quand vous fabriquez l'hydrogène, par exemple, à partir du méthane, vous devez purifier l'hydrogène du CO2, et là, vous êtes à haute pression, le charbon, ça peut servir. Sinon, c'est plutôt les polymères poreux, notamment avec des amines, qui sont, on va dire, comme la lévatite, qui est une matière de référence pour la capture du CO2 dans l'air, qui peuvent être utilisés, mais là, vous avez les mêmes problèmes de stabilité thermique des amines qu'avec les amines liquides. Et enfin, c'est dont je parlerai aujourd'hui, les solides hybrides comme les MOF. Et là, on va dire que vous pouvez avoir une affinité du CO2 qui est extrêmement variable, très bonne ou au contraire modérée, mais c'est intéressant parce que ça vous permet de choisir un matériau selon le type de capture du CO2 que vous voulez. Si vous voulez le directeur capture, ce n'est pas du tout le même matériau que si vous allez travailler pour la post-combustion ou pour la pré-combustion. Vous avez ce caractère hydrophile-hydrophobe, vous pouvez moduler, et donc ça permet d'avoir une certaine hydrophobicité, ce qui fait que ça vous évite de retirer toute l'eau du procédé. Et retirer une partie de l'eau, c'est assez facile. Vous baissez la température, vous avez un point froid, vous condensez, mais retirer toute l'eau coûte très cher. Mais donc si vous avez un matériau vous avez 10% d'humidité relative ou 20% et ça marche, en fait, c'est le cas idéal, ça ne coûte pas trop cher retirer l'eau, mais retirer toute l'eau coûterait très cher. Et surtout, ces matériaux, ils ont des chaleurs d'absorption en moyenne plus basses, et donc vous pouvez espérer régénérer à plus basse température, donc coûter moins cher en énergie. Ça, c'est une petite analyse critique, personnelle, on va dire, des différentes classes de matériaux poreux dont j'ai parlé, les amines greffées ou les polymères aminés, les charbons actifs, les zéolites et les MOF. Donc vous voyez que les sélectivités, les amines et les zéolites, c'est très fort, mais par contre, l'impact de l'eau, forcément, la zéolite, c'est mauvais. Et côté des amines, l'eau, ça va, mais la stabilité est limitée. Et donc sur les MOF, je vous présenterai un peu pourquoi on a cette classification. Les charbons actifs, eux, ils n'ont pas de sélectivité, pas de capacité, donc ça va éviter pour ce type d'application. Ensuite, il y a une autre façon de voir les choses, c'est plutôt la vision des gens du procédé, cette fois-ci, parce que dans les articles, même dans Nature of Science, les gens s'intéressent souvent qu'à la capacité et la sélectivité. Mais c'est que la partie immergée de l'iceberg sur l'application. Vous avez tous ces paramètres à considérer, et encore, j'en ai oublié, disons, à la fin, évidemment, la vérité, c'est le coût, et la pureté aussi, c'est très important. Pour stocker le CO2, il faut avoir CO2 au moins à 95%. Et la stabilité du matériau. Vous ne voulez pas, dans l'industrie, changer tous les 6 mois votre absorbant. C'est des procédés, il faut savoir que c'est des centaines, voire des milliers de tonnes d'absorbants pour une unité de capture du CO2. Donc c'est des investissements massifs, et vous voulez un matériau qui est stable durant des années. Donc la capacité et sélectivité, ça c'est ce qu'il y a dans les articles. Maintenant, de plus en plus, parce que le flux contient plein de contaminants acides, les SOx, les NOx, voilà, il y en a d'autres. Et vous avez de l'eau, donc ça, ces molécules, en présence d'eau, ça va faire quoi? Des acides. Et les acides, ça peut dégrader aussi vos matériaux. La régénération, ça on en a parlé, la stabilité thermique, la stabilité chimique également du matériau. Et aussi, ce qui manque dans beaucoup d'articles, que ce soit sur les MOF ou d'autres matériaux, c'est qu'il y a peu de gens qui parlent de l'échelle. L'échelle, c'est les quantités pharaoniques de matériaux qu'il faut fabriquer. Donc si vous voyez des gens qui publient, et pourtant il y en a qui publient ça, un matériau au cobalt pour les capturer le CO2 en l'air, c'est totalement irréaliste. Déjà, un manque de cobalt pour autre chose. C'est sûr que ce sera forcément sur des matériaux qu'on peut fabriquer à une très grande échelle et qui ne sont pas des matériaux avec des métaux en tension. Donc il faut éviter les métaux critiques. Il faut aussi des ligands organiques, en tout cas pour les MOF qu'on peut fabriquer à très grande échelle. La mise à l'échelle, c'est très important. Il faut que votre matériau produit à un millier de tonnes sur les mêmes performances que le matériau produit à petite échelle. La mise en forme, vous ne pouvez pas utiliser une poudre. Ce sont des poudres, les adsorbants. À la base, il faut les mettre en forme. Chaque procédé a ses mises en forme différentes. Des billes, des extrudats, des revêtements, des monolithes. Et donc, il faut aussi que les performances du matériau mis en forme
soient les mêmes que celles de la poudre, sans parler du fait que la mise en forme va impacter très fortement la cinétique d'absorption et de régénération. Évidemment, tout ça doit être le plus vert possible. Je ne dirais pas que ce sont des procédés verts, ce sont des procédés plus verts parce que rien n'est vraiment vert de toute façon, donc des produits chimiques jusqu'à la mise en forme. Et évidemment, le coût de production du matériau, évidemment, et la disponibilité à grande échelle. Donc, en fait, il faut classer tout ça selon des diagrammes on dit sensitivité en anglais, donc en français, je ne sais même pas comment on dit, mais sur lequel vous allez finalement regarder, quand vous comparez des adsorbants entre eux, finalement, quels sont les paramètres les plus critiques entre performance, coût, durabilité et processabilité. Maintenant, si on parle des différentes stratégies qui ont été reportées dans le domaine des MOF pour la capture du CO2, donc la première stratégie, ça a été finalement de considérer des matériaux à grande taille de pore et venir greffer les amines. Vous allez me dire pourquoi greffer les amines alors que les amines ont des problèmes. Bon, déjà, vous travaillez sur un solide, vous ne travaillez pas sur un liquide. Donc, ça permet d'avoir aussi, on va dire, en termes peut-être pas durabilité, mais vous pouvez combiner, disons, la grande porosité de certains matériaux, qui ont cette fois-ci c'est des tailles mésoporeuses, avec les propriétés des amines, pour essayer de capturer notamment le CO2 dans l'air. Donc typiquement, les stratégies, c'est venir greffer une des fonctions amines sur un centre métallique acide du MOF. Ici, c'est deux exemples de matériaux à grand port. Donc, et ce greffage se fait de manière post-synthèse, c'est-à-dire vous prenez votre matériau, vous le mettez au reflux dans un solvant, le toluène ou l'éthanol par exemple, et vous récupérez votre solide. Il y a plusieurs millimoles par gramme d'amines qui sont greffées. Donc vous allez former également des carbamates, et donc évidemment vous avez les mêmes problèmes de stabilité à cause des NOx. Et moi, c'est mon point de vue, le coût est supplémentaire et par rapport au MOF seul, puisqu'il faut faire un greffage d'amine, donc vous avez une étape de synthèse en plus, et vous avez le coût de l'amine. Et donc l'impact environnemental n'est pas forcément bien meilleur que celui d'une amine seule. Donc quelques exemples du groupe qui a le plus contribué dans la littérature, qui est un groupe de Berkeley, celui de Jeffrey Long, où il a publié 2 articles en 2015 et 2020 sur ces deux types finalement de variantes de la même chose. Il prend un matériau à base de magnésium et d'un acide dicarboxylique, donc 2 nanomètres de taille de pore, à peu près 2,5, et il greffe des amines sur le centre métallique. Bon, déjà, il a vu qu'il y avait un mécanisme spécial, coopératif, entre les centres métalliques et les amines qui étaient greffées. Donc ça donnait lieu à un isotherme d'absorption qu'on appelle en forme de S, qui est intéressant parce que ça veut dire que ici, c'est la pression de CO2, vous voyez que si vous faites une... Non, ce n'est pas la pression de CO2 ici, ça doit être la température, mais dans le sens inverse. Et vous voyez que si vous avez une petite variation de température, de quelques dizaines de degrés, vous pouvez avoir accès à toute la capacité d'absorption et de désorption. D'habitude, les isothermes d'absorption sont plutôt de cette forme, le type 1, on va dire, Langmuir, sans rentrer en détail. Donc ce mécanisme en forme de S permet d'avoir finalement une variation minime de température, avoir accès à toute la capacité et régénérer donc le CO2 facilement. Donc ça a été démontré que c'était stable sur un grand nombre de cycles. Ces travaux initiaux portaient sur des diamines. Mais les diamines sont assez fragiles thermiquement. Donc si vous voulez régénérer vite, il faut chauffer au-delà de 120 degrés. Hein. Mais dans ce cas-là, vous risquez la dégradation de l'amine. Donc ce qu'il a fait en 2020, qui est une variante, en fait, il a pris des tétramines, donc 4 amines ici, qui sont beaucoup plus stables thermiquement. Et là, cette fois-ci, il peut arriver à régénérer en 1 minute, 180 degrés, avec du CO2 humide. Bon, toujours pas, il doit enlever les oxydes d'azote, hein, parce qu'il y a quand même une dégradation possible par les oxydes d'azote. Mais voilà, c'est, on va dire, le meilleur résultat dans la littérature. Il y a une start-up qui a été créée qui s'appelle Mosaic. Et cette start-up, voilà, c'est le schéma de principe de la capture du CO2, a été racheté il y a un an ou deux, ça a été annoncé dans la presse par un groupe américain, un industriel américain qui s'appelle Baker Hughes, et qui ambitionne donc d'utiliser une technologie à base de ce matériau greffé amine pour capturer le CO2 dans l'air. Et ici, le CO2 serait injecté dans le sol, à ma connaissance. Ils annoncent, mais c'est l'annonce, on n'a pas les preuves, qu'ils vont fabriquer 500 tonnes de ce MOF greffé amine par an pour la capture du CO2 dans l'air. On n'a aucun chiffre sur le coût, ni de données sur la stabilité long terme, c'est le secret industriel, mais
voilà, ils annoncent la commercialisation de procédés basés sur ces MOF greffés amines. Alors, autre stratégie, ce qu'on appelle la stratégie 2, hein, c'est la physisorption en fait. C'est le confinement dans les pores avec une interaction modérée de façon à pouvoir éviter d'utiliser des amines et avoir un coût de régénération plus bas et également aussi avoir des matériaux plus hydrophobes. Donc il y a plusieurs exemples que je montrais ici, je vais les détailler, hein, je ne vais pas les décrire ici, mais ce qu'on peut dire ici, c'est que la sélectivité du CO2 par rapport à l'azote, ce qui est critique pour la capture dans l'air, elle est bonne, de 30 à l'infini, c'est pas vrai, mais en fait non mesurable en tout cas, et avait des capacités d'absorption du matériau entre 0,5 et 3 mmol par gramme. Juste par référence, pour les amines, c'est autour de 2 à 4 mmol par gramme, donc c'est légèrement inférieur, mais ça reste quand même dans certains cas assez important. Ici, donc, la question qu'il y a avec ces matériaux qui souvent ont des sites acides, c'est la compétition avec l'eau qui peut être négative. Et par contre, l'avantage, ça peut être la stabilité, puisqu'ici, on n'a pas d'amines qui vont s'oxyder en fonction du temps. Et donc, l'impact environnemental aussi, parce qu'il n'y a pas d'amines, va être plus favorable. Et donc, aussi, la perspective d'avoir des coûts plus intéressants pour le matériau à grande échelle. Donc, un exemple de matériau qui a été identifié, qui fait la physisorption du CO2 et qui est celui qui a la meilleure capacité, notamment capture dans l'air, ce sont des matériaux fluorés, développés à la fois par les Américains et des gens à Kaus, l'université en Arabie Saoudite, près de Jeddah. Ce sont des matériaux qui sont à la base de nickel et de ligands pyrazine connectés à des fluorures de niobium, ici. Donc, sans être un spécialiste de chimie, vous concevez que c'est un peu exotique comme composition. Donc ça fait des matériaux avec des tout petits pores hydrophobes de quelques angstroms, et ces matériaux ont une chaleur d'absorption du CO2 autour de 55 kJ par mol, et peuvent capturer jusqu'à 1,5 mmol par gramme de CO2 en conditions de direct air capture. Le seul problème de ces matériaux, c'est bon, ils sont cyclables, hein, très bien, ils sont meilleurs que la zéolite en conditions sèches, etc. C'est que c'est très onéreux à fabriquer, notamment à cause du niobium, hein, le ligand lui-même étant pas si cher, et il contient du fluor. Donc vous savez comme moi que le fluor, il faut faire attention, parce que si on utilise du fluor, voilà, il y a les PFAS et autres, et plus la dangerosité de faire cette échelle, parce qu'ici la capture du CO2 c'est des milliers de tonnes minimum, et aussi la stabilité long terme est non démontrée. Donc ça, voilà, c'est une approche qui est considérée comme, on va dire, douteuse, même si les inventeurs sont persuadés que ça peut être intéressant pour le direct air capture. Alors nous, on a eu une autre approche. Je vais montrer un exemple dans le cadre d'un projet européen qui est terminé, qui s'appelait MOF4R, qui est un consortium d'une quinzaine de partenaires sur lequel, finalement, on a regardé la littérature, tout ce qui était disponible chez nous et à l'extérieur, en considérant tous ces paramètres. Les paramètres, je ne vais pas les lister, hein, les propriétés physico-chimiques de ces matériaux, vous voyez, c'est juste une petite représentation de quelques solides, mais il y en a beaucoup plus. Et on a essayé de regarder ce qui était publié, donc ce n'était pas pour faire des nouveaux matériaux, et regarder par rapport à tous les critères nécessaires pour la capture du CO2, finalement, est-ce qu'on ne pouvait pas sélectionner quelques matériaux et ensuite les mettre à l'échelle et les tester en conditions industrielles réelles. Donc finalement, notre choix, après quelques mois de recherche, portait sur 3 matériaux à base d'aluminium, qui sont des matériaux qui ont des interactions faibles. Le CO2, c'est quadrupolaire. On a des sites acides de Bronsted, donc des hydroxys, dans les chaînes inorganiques. Et ce sont des matériaux qui ont une bonne sélectivité CO2 par rapport à l'azote. Et ce qui est très intéressant, ils ont différentes formes d'isothermes. Vous voyez, le CO2, c'est en orange, l'azote en vert. Et vous voyez qu'ils sont bien meilleurs pour capturer le CO2 par rapport à l'azote. Mais la forme pose des questions. Finalement, la façon de régénérer le CO2 dans les procédés, c'est soit vous augmentez la température, c'est temperature swing adsorption, soit vous baissez la pression. Vous capturez à 1 bar et vous régénérez à 0,1 bar, par exemple. Pressure swing adsorption. Si vous voulez chauffer, ces matériaux est meilleur, puisqu'il a un isotherme qui est plus, on va dire, abrupt. Voilà, je crois que c'est ça le terme en français. Et si vous voulez par contre changer la pression, vous voyez que si vous utilisez ce matériau, vous devriez descendre à très basse pression.
Et ça, le vide à l'échelle industrielle, ce n'est pas 10-6 millibars, c'est 0,1 bar. Si vous descendez en dessous, ça coûte très cher. Donc dans ce cas-là, ce matériau n'est pas bon. Celui-là est nettement plus intéressant si vous voulez juste changer la pression. Donc vous voyez que c'est des matériaux qui ont des caractéristiques différentes. Et ça, c'est le côté intéressant des MOF, parce que vous n'avez pas un procédé de capture du CO2, cimenterie, aciérie, les turbines à gaz, et même dans les cimenteries, vous n'allez pas avoir la même source de chaleur perdue ou pas pour récupérer le CO2, et vous n'aurez jamais un matériau qui fera le job pour tous les procédés de capture. Donc c'est les matériaux aussi qui sont à base d'aluminium, élément extrêmement abondant, à base d'acide carboxylique qui sont commerciaux, qui sont déjà produits à grande échelle. Et c'est les matériaux qui sont faits également en conditions vertes, eau, alcool, au reflux, donc assez facile à réaliser. Je prends un exemple maintenant de ce matériau, je vous montrerai la logique qu'on a poursuivie. Donc c'est un matériau qui est à base de ligands dérivés de la biomasse, ce furane dicarboxylique, qui est un précurseur pour faire des bioplastiques. Et ce matériau donc, a des pores de l'ordre de 6 angstroms, à une grande surface spécifique, ce sont des tunnels. Et vous voyez la partie minérale a des groupements OH qui sont les sites d'absorption préférentielle du CO2. Ce matériau, au laboratoire, on sait le faire chez nous à l'échelle de quelques kilogrammes en un seul coup. On peut faire des billes. Pourquoi on fait des billes pour la capture du CO2? Parce que si vous avez de la poudre, vous passez dans une colonne, vous allez avoir une forte perte de charge. Donc vous faites des billes pour que le flux passe au travers des billes, tout en passant dans les billes. Donc c'est la mise en forme classique en séparation. Et 100 kg de ce matériau ont été faits par la suite par des partenaires, on va dire, de start-up ou de laboratoires équipés de réacteurs de plusieurs milliers de litres. Et il y a eu une étude technico-économique du coût de production à l'échelle industrielle, basée sur le protocole de laboratoire, qui montre qu'on a un coût estimé entre 15 et 30 $ par kilo d'adsorbant, à condition que le ligand soit produit, lui, à autour de 10 € par kilo à l'échelle de la tonne. Alors je reviens un peu sur les caractéristiques de ce matériau, CO2, azote, l'isotherme d'absorption, la quantité de CO2 en fonction de la pression. Donc ici, c'est le mécanisme dit par modélisation moléculaire qui confirme l'effet du confinement dans les petits pores du CO2 qui interagit avec les groupements OH, essentiellement des chaînes. Et fait très intéressant, ce matériau a été testé déjà en termes pour voir sa cyclabilité en absorption de CO2, mais en présence de 2% d'humidité. 2% d'humidité en absolu, ça veut dire autour de 20% d'humidité relative. En fait, vous voyez que vous n'avez aucune modification après 6 cycles, et donc ce matériau a été à l'échelle laboratoire d'abord étudié, et on a vu qu'il y avait une régénération complète, sans chauffage ou sans vide prononcé. Donc c'est un matériau qui est facilement régénérable. Ce matériau ensuite a été étudié en conditions sèches dans un premier temps et comparé avec une zéolite qui est de référence, zéolite 13X. Les zéolites, je vous ai dit qu'elles étaient bonnes pour capturer le CO2 quand il n'y a pas d'eau. Et vous voyez les isothermes d'absorption du CO2, pour la zéolite, ils sont bien plus abrupts, plus d'affinité pour la zéolite, pour le CO2 que le MOF. Donc a priori, le MOF est moins bon pour capturer le CO2 que la zéolite. Sauf que ils ont mis au point un procédé qu'on appelle avec des cycles avec 3 lits, donc 3 lits d'absorption et 6 étapes, absorption et régénération, et avec un faible vide pour la régénération, donc c'est des colonnes de 1,1 litre, avec un absorbant mis en forme, conditions sèches. Et ici, vous voyez la pureté en fonction du taux de recouvrement. Alors il faut récupérer le plus possible de CO2, et avec la plus grande pureté, au-delà de 95% si vous voulez le stocker. Et le MOF est en orange et la zéolite en bleu. Et vous voyez qu'ils ont pu mettre en évidence qu'en optimisant le procédé, ils pouvaient avoir une performance bien meilleure pour le MOF que la zéolite. Et ça donne deux choses. Et sachant qu'ici, s'il y a une trace d'eau, la zéolite elle perd complètement sa capacité d'absorption. Donc de toute façon, le MOF sera meilleur à la fin, mais même en conditions sèches, vous pouvez trouver des conditions plus favorables. Et la raison, c'est qu'en fait, l'isotherme d'absorption, comme on régénère en faisant un vide, l'isotherme d'absorption est moins abrupte pour le MOF que la zéolite, et donc on récupère plus dans ce qu'on appelle la working capacity, donc la capacité de travail, je ne sais pas en français, qui est plus importante pour le MOF que pour la zéolite, où si on se met à 0,1 bar, finalement on récupère que peu de CO2 de la zéolite, il faudrait régénérer à beaucoup plus basse pression. Et la pureté a été estimée donc au-delà de 95% et 90%. Donc ce matériau a été sélectionné pour aller plus loin. Donc il a été d'abord testé à l'échelle de kilogrammes en laboratoire à l'Université de Mons, en Belgique,
pour déterminer les conditions optimales de process. Et ensuite, ces conditions ont été transférées sur un pilote industriel, qui est un consortium industriel, essentiellement industrie du pétrole d'ailleurs, à Mongstad en Norvège. Une des raisons, c'est qu'en Norvège, ils ont une source d'eau froide dans la mer du Nord qui est très facile, très intéressante pour enlever l'humidité. Et 60 kg de matériaux ont été testés pendant 1 à 2 mois. Et ils ont pu, sans être allés jusqu'au bout de l'optimisation du procédé, aller jusqu'à 91% de récupération et 95% de pureté. Il y a eu aussi 2 autres pilotes en Turquie et à Solamat en France. Et actuellement, ce matériau est sans doute en cours d'utilisation industrielle par des startups. Alors, entre-temps, dans le cours de ce projet, a été publié dans Science cet article-là sur un MOF à base de zinc, d'oxalate et de triazolate, donc c'est cette structure microporeuse qui a été faite par des chercheurs à l'Université de Calgary au Canada, qui est un matériau non seulement qui a une forte capacité d'absorption de CO2 à basse pression, qui se fait facilement au reflux, même à température ambiante, une synthèse eau-alcool, et qui non seulement peut capturer facilement le CO2, mais qui se régénère rapidement à 100 degrés avec de la chaleur fatale. Et ils ont testé ce matériau à l'échelle de la tonne pendant plusieurs années, et ils ont vu que le matériau gardait sa capacité d'absorption de CO2 en conditions réelles pendant plus d'1 an. Ça a convaincu les industriels d'aller plus loin, donc c'est le projet maintenant qui doit peut-être être en cours de montage CO2 sur une cimenterie à Portland aux USA, pour capturer avec 230 tonnes d'adsorbant sur un lit rotatif où finalement il y a une partie du lit qui absorbe, ça tourne, ensuite l'absorbant qui est saturé en CO2 va être régénéré avec une chaleur fatale qui vient de la cimenterie, qui est la vapeur d'eau chaude en fin de compte, de façon à régénérer en 1 minute ou 2 le matériau à 120 degrés. Et donc ce procédé est pour capturer des milliers de tonnes de CO2 par an, avec un coût estimé de la capture du CO2 de 50 US$ par tonne. Évidemment, ça paraît élevé, mais ça dépend des avantages fiscaux aux USA pour la capture du CO2. Et ce procédé est en cours d'extension. Il y a d'autres procédés de capture à base de ce matériau qui sont qui sont évalués, disons plutôt estimés pour être produits en Europe ou ailleurs dans le monde. Alors il y a des startups aussi dans le domaine. Il y a plusieurs startups, ceux qui soit produisent des MOF ou produisent des procédés de capture des MOF qui disent qu'ils sont en train de commercialiser quelque chose sur la capture du CO2. Nuda, par exemple, Framergy, Novomof. Voilà, il y en a d'autres également, mais pour dire qu'il y a tout un microcosme de start-up qui chacune veut son procédé, son MOF pour capturer le CO2 soit dans l'air, soit dans les fumées d'usine. Alors nous, au laboratoire, voilà, c'est aussi un exemple de recherche un peu plus récente où on a mis au point un matériau encore à base d'aluminium et à partir d'un ligand qui est très peu cher, qui est encore dérivé du pétrole pour l'instant, mais qui est très peu cher, et qui se compare très bien en termes de capacité de capture du CO2 par rapport au CALF20 que j'ai montré avant, voilà, et qui aurait un coût de l'ordre de 10 à 30 € par kilo s'il était produit à la kilotonne, et qui a été licencié par une start-up américaine pour commercialiser des procédés de capture du CO2 dans les fumées. Alors, autre exemple d'application, le biogaz. Cette fois-ci, les conditions sont un peu différentes. Le biogaz, ici, l'idée c'est de récupérer la pureté maximale du méthane. Et il y a aussi souvent du H2S à enlever qui est corrosif. Et évidemment, le critère important, c'est le coût énergétique à optimiser. Donc les procédés actuels, il y en a plusieurs, soit la pression, soit la température, soit le vide, ou combinaison vide et pression pour régénérer les adsorbants. Donc ici, c'est un schéma classique. Il y a le gaz, on enlève une partie de l'eau, on sèche, on désulfure, souvent avec un liquide, une amine. Et ensuite, on a des colonnes, absorption, dépressurisation, désorption, pressurisation, etc. Et l'idée, c'est de récupérer le méthane. Donc les éolites ont été, il y a longtemps, considérées pour ce type de procédé. Donc vous voyez, c'est 2004. Donc c'est des éolites commerciales à différentes structures, 13X, 5K. Et vous voyez que ici c'est le CO2, ici c'est le méthane. Vous voyez que le matériau préfère largement le CO2 au méthane. Le problème de ces absorbants de type zéolite, c'est que déjà, il y a toujours un peu d'eau qui passe au travers et ça coûte cher à régénérer, enlever l'eau. Et donc l'efficacité chute avec l'humidité. Donc il y a des limites pour les biogaz.
Dans le domaine des MOF, c'est un domaine qui a été moins exploré que la capture du CO2 dans l'air ou dans les fumées, mais néanmoins, voilà, c'est le même matériau que je vous ai montré juste avant. J'ai choisi cet exemple exprès, comme ça je ne vais pas réexpliquer la structure. Et donc vous voyez ici, encore une fois, que le CO2 et le méthane, il y a des grosses différences de capacité d'absorption, donc le matériau préfère largement absorber le CO2 et le méthane. Et c'est une étude sur un procédé finalement où on change la pression, on est sur le Vacuum Pressure Swing Adsorption, et les collègues ingénieurs, donc ça a été publié cette année, ont vu que le coût énergétique total, compresseur, pompe à vide, etc., donnait lieu à un coût calculé de la capture du méthane de 98 € par tonne de méthane, alors que le prix du marché du gaz naturel est autour de 800 et quelques. Donc voilà, après c'est juste un résultat, on va dire, c'est plus simplement, c'est pilote de laboratoire, on va dire. Et évidemment, il faudrait confirmer en conditions réelles, mais ça montre le potentiel pour ce type de séparation. Néanmoins, dans le biogaz, il n'y a pas que du méthane et du CO2, il y a notamment l'azote de l'air. Donc ce même matériau, c'est une autre étude publiée l'année dernière par un autre groupe portugais qui considère le même matériau, mais cette fois-ci, ils ont regardé CO2 et N2, pas le méthane. Et donc c'est aussi un procédé assez proche de ce que vous avez vu avant. Et là, ils ont vu qu'il y avait effectivement un bon taux de récupération. Ici, vous voyez, vous êtes presque à 100% de récupération du CO2. Par contre, il y a encore à optimiser. Le matériau n'était pas idéal pour CO2 et N2 parce que vous n'avez que 65% de pureté pour le CO2. Donc voilà, il faudrait sans doute combiner avec un autre absorbant ou changer de MOF pour avoir quelque chose d'idéal dans ce domaine. Alors, ça, c'était des stratégies où on se base sur en gros, les chimistes font des matériaux, on les teste. Ah, tiens, ce matériau est intéressant pour le CO2, et puis on collabore avec des ingénieurs, etc. Oui, on met en forme, on met à l'échelle, etc. Donc c'est ce qu'on appelle le bottom-up, où c'est on va dire l'intuition chimique au mieux qui guide la découverte des matériaux. Néanmoins, vous le savez, il y a l'intelligence artificielle. Les MOF, ce sont des solides cristallisés. Donc on a des structures disponibles. Donc avec les méthodes d'intelligence artificielle, on peut aller regarder dans les bases de données, on applique un certain nombre de critères, et on peut arriver à identifier un matériau existant, des fois un matériau théorique, qui serait le meilleur candidat pour une application donnée. Et ici, c'est ce qu'ont fait des chercheurs de l'EPFL en Suisse. Ils ont identifié ce matériau à base d'un ligand pyrène dicarboxylique. Le pyrène, c'est un cycle aromatique ici, et ce matériau avec des chaînes d'aluminium, comme dans les matériaux précédents, et ça fait des poches. Des poches, une distance entre les cycles d'environ 7 angstroms. 7 angstroms, c'est suffisant pour y mettre une petite molécule de CO2. Et là, les interactions ne sont pas du tout les mêmes que dans celles des matériaux précédents. Ce n'est pas avec la partie inorganique que ça interagit, mais avec les électrons pi des cycles aromatiques. Donc c'est une poche totalement hydrophobe aussi. Donc voilà, ça permet non seulement de capturer efficacement le CO2, mais en présence d'humidité. Et c'est ce qu'ils ont vu ici, c'est qu'ils ont vu que ici c'est la RMN du solide du CO2, enfin la RMN du CO2 dans le matériau, en présence d'humidité, vous voyez que le signal ne change pas. Et ici, c'est la capture du CO2 en fonction du temps, en conditions humides, en trait pointillé, ou sèches, en trait plein. Vous voyez qu'il y a peu de différence. Et ils ont cyclé un certain nombre de fois. Bon, la limite ici, c'est que ce ligand pyrène est extrêmement cher à faire, donc ce n'est pas un matériau réaliste pour l'application réelle. Et des études plus récentes montrent qu'il a une stabilité limitée dans le temps. Donc, mais quand même, ça montre le potentiel de l'approche. Ces chercheurs ont été plus loin, et on a été associé à cette étude, donc c'est un résultat publié beaucoup plus récemment, en 2024. C'est une plateforme qui considère non pas seulement les critères de capture, de sélectivité, etc. du CO2, mais les paramètres de coût, cycle de vie, et aussi, très important, les paramètres procédés, parce que l'analyse, c'est qu'entre le moment où vous découvrez le matériau et le moment où il y a un test pilote capture du CO2, il y a des fois 10 ans. C'est long. Donc ici, si vous considérez dès le début, dans le choix du matériau, des paramètres autre que simplement la performance, vous pouvez ainsi arriver à accélérer l'identification d'un candidat intéressant pour une application liée au CO2. Donc ils ont paramétré après ce qu'ils appellent le carbon avoidance cost, c'est-à-dire en gros combien votre procédé vous fait éviter de coûts de capture du CO2 en fonction de différents paramètres. Le taux de recouvrement, la pureté, la productivité et ce qu'ils appellent, j'adore ça, le climate change en kilogrammes de CO2 évité par kilogramme de CO2 capturé. Bon, et vous voyez ici, chaque point représente un matériau différent. Et ils ont pu
ça c'est rassurant, identifier les matériaux qui déjà avaient été sélectionnés par les chercheurs avant par, on va dire, l'intuition chimique, donc le fameux matériau au zinc qui est commercialisé pour les cimenteries, et notre matériau à nous qu'on a publié peu de temps avant, ou en parallèle, on va dire, à base d'aluminium. Et la seule chose qu'on peut se dire, c'est que sur cette étude qu'ils ont publiée, les chercheurs suisses, c'est qu'ils ont trouvé à ce jour seulement les matériaux existants. Et de plus, ils ne permettent pas de dire comment faire ces matériaux si jamais c'était un matériau nouveau. Donc il y a encore des progrès réalisés. Néanmoins, durant cette étude, on était en train en laboratoire de découvrir un nouveau matériau à base d'aluminium et de cuivre, qui a aussi des petits pores. Et en fait, il se trouve que quand ils ont fait l'analyse des bases de données, effectivement, en discutant, on s'est rendu compte que notre matériau était dans les matériaux identifiés comme les plus prometteurs. Donc voilà, c'était rassurant d'un certain côté. Donc ce matériau, là aussi, a une bonne capacité de CO2 et une mauvaise capacité d'hydrogène. Mais on voit que finalement, ce matériau, ici, c'est l'eau, l'absorption d'eau. Il est relativement hydrophile. Ça veut dire que si vous voulez l'utiliser pour des applications réelles, vous ne pouvez pas dépasser, on va dire, 15%, 10% d'humidité relative. Donc il se trouve que la chimie des MOF est une chimie très versatile. Vous pouvez changer le métal ou le ligand facilement. Et en particulier, ces matériaux ont des chaînes d'aluminium, d'hydroxyde d'aluminium, et des chaînes à base de ce qu'on appelle de fonctions pyrazole et de cuivre. Sauf que la chimie de coordination est très intéressante. Vous pouvez remplacer le cuivre par du nickel, du cobalt, du zinc, etc. Sauf que lorsque vous changez le cuivre par du zinc, le cuivre aime bien être en coordination 6. Donc ici, il y a une molécule d'eau de coordination. Vous voyez ? Donc ça rend le matériau assez hydrophile. Si vous passez au zinc, vous êtes tétrahydrique. Et donc, si vous regardez l'isotherme d'absorption d'eau, vous passez d'un matériau hydrophile à un matériau nettement moins hydrophile, ce qui fait que votre matériau au zinc va être sans doute meilleur candidat pour capturer le CO2 en présence d'humidité relative, plus importante. Alors, l'intelligence artificielle, juste pour expliquer qu'en France, il y a aussi un projet national qui s'appelle, ce sont les projets exploratoires de programmation de la recherche, PEPR, par France 2030, les investissements d'avenir. Et il y a un PEPR sur l'accélération, la synthèse accélérée de matériaux, dans lequel il y a une dizaine d'axes par différents matériaux, les oxydes, les MOF, etc. Et donc, on est sur un projet finalement avec des modélisateurs pour l'intelligence artificielle, des expérimentateurs pour l'absorption de gaz, et des gens comme nous pour la synthèse accélérée, avec les robots de synthèse et de caractérisation, de façon à mettre au moins au point des méthodes de standardisation des données pour établir ensuite des modèles d'apprentissage de façon, par la suite, à accélérer la synthèse et la caractérisation de matériaux pour la capture du CO2. Mais ces projets ne sont toujours pas terminés. Alors, conclusion intermédiaire, ces matériaux donc, peuvent avoir une sélectivité, une taille de pore adéquate pour capturer le CO2, avec une stabilité thermique et chimique acceptable, même si avec les amines, il y a quelques doutes. Vous pouvez donc utiliser ça pour la capture dans l'air ou en post-combustion, mais en fait, ici, pour la majorité de ces procédés, 70% du coût de la capture, c'est la désorption. Pourquoi ? Parce que les solides poreux, à part les charbons, sont des isolants thermiques. Quand vous les chauffez pour régénérer, ça met du temps. Donc ça met parfois une demi-heure, alors qu'on voudrait avoir quelques minutes. Alors si vous recouvrez un lit qui est métallique, évidemment, dans ce cas-là, ça va conduire la chaleur beaucoup plus vite. Mais si vous êtes dans une colonne avec des billes, vous allez avoir un temps de régénération. Vous voyez ici, c'est des cycles d'absorption-désorption. Vous avez des temps caractéristiques autour de la demi-heure. Donc cinétique d'absorption un peu lente, et vous avez besoin de chaleur fatale aussi. La chaleur fatale, il y en a beaucoup dans l'industrie, mais pas partout. Ou l'électricité conventionnelle. Donc l'idée, c'est comment accélérer la désorption. Est-ce qu'on peut utiliser l'électricité renouvelable ? Oui. Donc il y a des méthodes qui sont en cours d'investigation, c'est plus récent qu'évidemment tout ce que j'ai présenté avant, pour essayer d'utiliser l'électricité renouvelable et d'accélérer la régénération des matériaux. Par exemple, vous faites des composites avec des oxydes de fer paramagnétiques et vous allez désorber sous champ magnétique. Ça s'appelle le magnetic swing absorption. Vous pouvez utiliser, je vais en parler, je vais vous montrer un exemple, les micro-ondes de façon à régénérer sous irradiation micro-ondes, ou vous pouvez utiliser carrément l'électricité pour régénérer vos matériaux. Donc un exemple d'étude qu'on a publiée il y a quelques années sur la capture du CO2 sous irradiation micro-ondes.
Alors le problème, c'est que vos absorbants de type MOF n'absorbent pas les micro-ondes. Donc il faut les combiner à des oxydes de graphène. Donc l'idée, c'est de faire un composite avec quelques pourcents d'espèces carbonées, de façon à absorber les micro-ondes et d'accélérer votre désorption du CO2. Et donc la question, c'était à l'époque, comment rendre ces absorbants conducteurs en mélangeant à des oxydes de graphène sans baisser leur capacité d'absorption de CO2. Donc on a choisi un matériau, c'est un exemple, un matériau titane qui a des petits pores, qui a une bonne capture du CO2. Vous voyez l'isotherme CO2, celui du méthane ou de l'azote. Donc voilà, il a des bonnes capacités d'absorption du CO2. Et on a déterminé une méthode de synthèse in situ, c'est-à-dire on fait la synthèse du matériau en présence d'un petit peu de plaquettes d'oxyde de graphène dans l'eau. Et la première question, c'est est-ce qu'on va avoir les propriétés physiques nécessaires? Donc il faut, pour absorber les micro-ondes, que votre matériau soit semi-conducteur. Donc le MOF tout seul, lui, il est totalement isolant électrique. Ici, c'est la conductivité en Siemens par centimètre. Et vous voyez qu'avec quelques pourcents, 5% en masse d'oxyde de graphène, vous êtes proche de la conductivité de l'oxyde de graphène. Et on sait que la conductivité électrique et la permittivité diélectrique, donc l'absorbance des micro-ondes, sont liées. Hein. Donc votre matériau, il absorbe les micro-ondes. Donc on a fait la mise à l'échelle à 500 grammes de ce matériau avec l'oxyde de graphène. Et ensuite, on a testé la vitesse à laquelle on désorbe le CO2. Alors on s'est placé à 50 degrés, on a comparé par la désorption classique thermique, et à 50 degrés sous 2,5 GHz micro-ondes. Et vous voyez que vous passez de 290 secondes à 135 secondes. Voilà, c'était en 2021. Depuis, on a plusieurs projets en cours et on va beaucoup plus vite. Et on a généralisé ça à d'autres matériaux que celui-ci. On peut même utiliser des particules pas chères de carbone, comme ce qu'on appelle les carbone black. Et on est en train de monter un pilote de laboratoire. Là, c'est une simple colonne simplifiée. En fait, une colonne de laboratoire dans une cavité micro-ondes. Et en train de faire des calculs technico-économiques pour voir si l'excès d'électricité qu'on utilise pour le micro-ondes permet à la fin d'avoir un gain énergétique. Et même si on n'a pas un gain énergétique, le fait qu'on puisse utiliser l'énergie renouvelable permettrait d'avoir un gain par rapport à l'énergie conventionnelle. Et là, je vais juste quelques exemples. Si j'ai le temps, je regarde. Oui, quelques minutes encore. Pour vous parler, c'est plus prospectif pour vous dire, parce que souvent les gens me posent la question, qu'est-ce qu'on fait du CO2 par la suite? Donc évidemment, Marc l'a dit, le stockage, oui, enfouir sous terre, valoriser. Et en fait, la philosophie avec les MOF est la suivante, c'est finalement, bon, ça c'est la conversion du CO2, hein, donc voilà, Marc en a parlé, etc. Donc c'est la question de l'énergie en fonction de type de molécules que l'on formait, hein, donc c'est la chimie du CO2. Et là, c'est les processus qui sont parfois complexes. 2 électrons, c'est le plus simple pour l'acide formique. Pour aller aux alcanes alcènes, c'est plus compliqué. Donc il y a une très nombreuses voies possibles de valorisation du CO2 et une grande variété de produits. Un des problèmes majeurs, par exemple, de l'électrolyse, c'est la sélectivité. Hein. Mais à ce jour, il n'y a pas de solution totalement satisfaisante. L'hydrogénation du CO2 thermique est la voie industrielle la plus utilisée, mais elle coûte cher. Et donc il y a une activité très forte dans le domaine des catalyseurs pour transformer le CO2. Mais comment pourrait-on utiliser l'absorption sélective des MOF pour la conversion catalytique du CO2? Donc ça, c'est juste quelques schémas représentatifs de ce qui a été testé dans la littérature avec les MOF pour capturer et convertir le CO2. L'idée, c'est que le MOF lui-même absorbe bien le CO2, mais en général n'est pas un bon catalyseur. Même s'il y a des parties minérales acides, elles ne sont pas suffisantes dans un MOF par rapport à finalement un catalyseur inorganique classique. Donc on va dire qu'il y a la photocatalyse, il y a l'hydrogénation parfois partielle pour aller à l'acide formique, mais on peut constater que dans la plupart des cas, le MOF est associé à une espèce active qu'on aura insérée dans les pores post-synthèse. En général du cuivre, mais pas uniquement. Ici, c'est les particules palladium-argent. Donc un exemple pour l'hydrogénation thermique du CO2. Donc ce matériau à base de zirconium sur lequel on a des ligands bipyridines sur lesquels on va venir coincer du cuivre, d'accord, et on réduit en chauffant. Ici même c'est donc des nanoparticules cuivre-zinc qui sont immobilisées en étant attachées au ligand dans les pores, ce qui permet de contrôler la taille des particules. Et ainsi de suite, on peut moduler donc la nature même des particules, cuivre-zinc ou zinc.
Et donc ça permet ici de transformer, donc c'est la production de méthanol par kilogramme de cuivre par heure en fonction du temps. Vous voyez, quand vous faites varier, donc là, ici c'est la même particule mais sur de l'alumine, et ici dans les pores du MOF. Bon, tentativement, les gens expliquent que c'est l'effet de confinement dans les pores. Je ne suis pas toujours persuadé parce que les matériaux poreux de ce type ont des grandes tailles de pores et ne sont pas des bons candidats normalement pour capturer le CO2. C'est peut-être plus compliqué que ça, mais en tout cas, il y a des travaux qui montrent qu'en mettant des particules inorganiques dans les pores des MOF, on peut améliorer la conversion thermique, en tout cas du CO2 en méthanol. Il y a la photométhanation. Donc la photométhanation, vous utilisez les radiations solaires visibles. Donc si vous regardez la littérature en photocatalyse, c'est plutôt des perovskites avec des nanoparticules de ruthénium ou des oxydes de graphène sur lesquels vous avez mis du cuivre. Donc là, des bons rendements, vous voyez 10 000 mol par gramme pour 30 heures, c'est à 150-200 degrés, ce n'est pas à température ambiante. Bon, l'hydrogénation avant, c'était plutôt à 250-300 degrés, et à 10 bars, 20 bars de CO2. Ici, on est plutôt à 1 bar de CO2, pression ambiante, donc plus basse pression. Donc les MOF seuls, jusqu'en 2019, avaient effectivement une activité extrêmement limitée. Donc au laboratoire, on développait en parallèle des matériaux photoactifs, puisqu'ici c'est la photocatalyse à base de titane, ce qui est une chimie assez complexe à maîtriser. Donc ça, c'est un exemple de matériau microporeux. C'est assez proche du matériau à base d'aluminium, et je vous ai montré juste avant. Mais c'est des matériaux très stables thermiquement, puisqu'il faut faire la photométhanation à 200 degrés quand même, et vous avez de l'eau. Donc il faut être stable. Donc le matériau lui-même, à 455 nanomètres, 200 degrés, 1 bar d'hydrogène et 0,25 bar de CO2, avait une activité qui s'est révélée quand même quelques ordres de grandeur inférieurs à ceux des matériaux inorganiques reportés avant. Mais si vous mettez 1% en masse de ruthénium, d'oxyde de ruthénium à la surface des particules de MOF, ce sont les points blancs ici, par ce qu'on appelle photodéposition. Et là, vous avez donc en fait une combinaison de deux effets. L'oxyde de ruthénium sert à capturer le CO2, former des carbonates, et le MOF au titane sert à séparer les charges, donc, et améliorer la sélectivité aussi entre le méthane et le CO. Parce que quand vous allez faire réagir le CO2 avec l'hydrogène, vous pouvez arriver aussi à former le méthane, mais aussi parfois le CO, vous ne voulez pas ici. Et là, cette fois-ci, le matériau a une activité multipliée par 15 par rapport au MOF seul, et c'est cyclable. Et là, je ne le présente pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais depuis, les performances ont été nettement améliorées, et on se rapproche de plus en plus des performances des oxydes, mais sauf qu'on n'a pas de métaux nobles ici, et les performances sont en progrès constant, ce qui permet actuellement de travailler en flux pour ce type de réaction. Et enfin, je vais terminer par un exemple en phase liquide cette fois-ci. On a parlé du cuivre. Le cuivre est un élément très intéressant pour la capture du CO2. Donc, normalement, dans un poreux, vous le mettez après la synthèse. Mais on a développé des méthodes de synthèse à température ambiante de MOF pour encapsuler, faire des cœurs coquilles de particules de cuivre qui sont les catalyseurs, qui sont le jour de 1 à 2 nanomètres, qui sont des nanoparticules très fragiles chimiquement. Donc vous avez une méthode douce, vous n'êtes pas en milieu acide, sinon vous allez détruire vos particules. Vous voyez les petits points noirs, ce sont les particules de cuivre, et on voit que les particules sont conservées en taille lorsque vous faites la synthèse de ces matériaux au zirconium en présence de ces nanoparticules de cuivre. C'est fait à température ambiante, dans l'eau et l'alcool, donc c'est des synthèses relativement vertes. Et on a comparé donc la photodégradation de conversion du CO2 en phase liquide dans l'eau avec un agent sacrificiel qui était une triéthanolamine. Et vous voyez ici les produits de réaction, donc c'est essentiellement l'acide formique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si vous comparez les deux matériaux que j'ai montrés avant, il y en a un qui n'a pas de groupement amino et l'autre qui a un groupement amino. Celui qui a le groupement amino a une conversion beaucoup plus importante en acide formique, ce qui est cohérent avec une meilleure absorption du CO2 dans les pores. Et pour voir si cette méthode de synthèse autour des catalyseurs avait finalement un effet bénéfique, on a comparé avec les mêmes matériaux dans lesquels on les a imprégnés avec un sel de cuivre. On a réduit thermiquement à 200-250 degrés pour former les nanoparticules. Donc elles sont dans le matériau, mais on ne sait pas trop où. Et vous voyez ici que la réaction, vous avez le MOF tout seul en vert, et le matériau dans lequel on a mis le sel en bleu, et le matériau cœur coquille que j'ai montré juste avant. Vous voyez que le matériau cœur coquille a une performance beaucoup plus grande. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer quelques exemples de ce qu'on peut faire en termes de conversion du CO2 à partir des MOF. Et là, juste, je termine par quelques transparences sur les discussions sur la durabilité. En fait, on arrive à avoir certains MOF qui sont
intéressant pour la capture du CO2 en conditions vertes, à l'échelle industrielle avec un coût de capture limité. Mais en fait, la majorité des ligands qui servent à construire les MOF sont dérivés du pétrole. Donc effectivement, même s'ils pourraient être produits à partir de la biomasse, ça va impacter le cycle de vie des matériaux. Également, on peut avoir la régulation REACH en Europe qui pourrait exclure certains ligands d'une commercialisation. Ça, c'est valable pour tout composé chimique qu'on veut produire au-delà de la tonne. Donc, mais néanmoins, il est possible de faire donc, des MOF biosourcés avec des coûts de production estimés relativement intéressants. Donc, et le coût d'un MOF biosourcé va dépendre principalement de celui de son ligand. Et si vous regardez, il y a quelques articles qui sortent sur l'analyse cycle de vie des MOF pour une application donnée, générale l'absorption. Ce qui est intéressant avec ces matériaux, c'est qu'ils sont facilement dégradables en milieu acide ou en milieu basique. Donc si vous passez en milieu acide, vous allez solubiliser votre sel d'aluminium, vous avez une solution de sulfate ou nitrate d'aluminium, et votre ligand en général n'est pas soluble à température ambiante dans l'eau. Donc vous allez précipiter et récupérer votre ligand. Donc c'est quand même relativement simple de récupérer les éléments constitutifs d'un MOF, mais on va dire que l'analyse cycle de vie va dépendre quand même majoritairement, ce qui ressort des études qui sont faites actuellement par des spécialistes en analyse cycle de vie, ça va essentiellement dépendre du ligand, et s'il est biosourcé, effectivement, vous avez une analyse cycle de vie qui est plus favorable. Et ça, c'est la conclusion. Donc il est possible, donc les MOF apportent de nouvelles solutions aux ingénieurs pour des solutions et des matériaux stables et tolérant l'eau relativement hydrophobe pour capturer le CO2 avec un coût énergétique modéré, surtout pour les fumées ou le biogaz, moins pour le directeur capture. Donc ça, c'est encore un challenge. Et il y a les premières applications industrielles qui sont en cours, notamment pour les cimenteries. Et donc, je l'ai parlé du directeur capture. Seuls les MOF greffés à mine marchent, mais une stabilité long terme qui est douteuse. Et il y a des nouveaux procédés qui sont en cours pour exploiter l'énergie renouvelable, accélérer la désorption, donc accélérer l'efficacité du captage. Il y a l'émergence de l'intelligence artificielle pour accélérer la découverte de nouveaux adsorbants, pas seulement les MOF, les éolites aussi. Et en termes de capture et conversion, c'est encore très préliminaire, mais il y a des voies émergentes pour essayer de combiner un effet synergétique entre la capture du CO2 dans les MOF et les catalyseurs traditionnels, que ce soit pour la méthanation ou la formation d'acide formique, etc. Voilà, donc ça, ce sont tous les collègues qui ont participé au laboratoire et les collaborations extérieures ou en France, et tous les financements. Et je vous remercie pour votre attention.